La valorisation de l'entrepreneuriat est un atout majeur ou alors un enjeu majeur pour le Cameroun. Dans un pays où les jeunes de 15 à 34 ans constituent pratiquement un tiers de la population nationale et sont 3 fois plus atteints par les problèmes de chômage, autre catégorie de la population, la création d'entreprises finalement apparaît comme une solution possible. Entrepreneuriat jeune au Cameroun, les mesures palliatives aux difficiles problèmes de chômage, on en parle ce matin dans le cadre du grand débat et édition de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au grand débat sur la plus républicaine des télévisions. Ce matin, ils seront consultants, ils seront acteurs de la société civile, ils seront hommes politiques à débattre, sinon à décortiquer le thème que je vous ai soumis tout à l'heure. En thème d'entrée, nous toucherons un tant soit peu la fin de la session parlementaire du côté de l'hémicycle de Ngouaekele. On reviendra sur les temps forts de cette session parlementaire qui s'est achevée vendredi dernier. Nous reviendrons également sur le tragique épisode de décès au Cameroun ces 72 heures. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue au débat. Invité à ce jour, notre cher consultant Hassan Fouapon, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Joacine Wende, bonjour à nos millions de regardeurs, bonjour à mes copanélistes. Nous sommes là un nouveau dimanche pour, comme d'habitude, éclairer la lanterne de nos visionneurs sur un ensemble de sujets qui font l'actualité de notre pays. Nous espérons être à la hauteur de l'attente. D'accord, merci bien pour cette marque de confiance à nous accorder sur la républicaine. Également invité au débat de ce jour, monsieur Yimbo Olivier, membre de la société civile, professeur des lycées d'enseignement général avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien, c'est un plaisir d'être là, c'est une première fois, j'espère que une première, ça sera quelque chose de très positif pour nos téléspectateurs et également pour la chaîne qui nous reçoit ce matin. Encore merci une fois de plus. D'accord, le merci s'adresse également à vous. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, avant de nous rejoindre dans ce studio, le professeur Edmond Biloa, recteur de l'université de Yaoundé 2, communicant du RDPC. On espère que dans les prochaines minutes, il sera avec nous sur ce plateau. On aura également la présence sur ce plateau, on l'espère bien, d'Erika Lindou, président directeur général du groupe de Lord Business Ministry, également on va le dire ainsi, hein, le fondateur, voilà, j'y arrive avec l'expression, le fondateur des journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun. On aurait pu avoir également sur ce plateau Banda Kani, président du MNP, qui devrait normalement nous venir de Douala, mais il s'est excusé. Le temps de prendre le round-up de l'actualité tel que traité par la rédaction centrale de Cam10 Télévision. On va marquer un arrêt, on prend ce round-up qui porte l'estampille, la signature Mathieu de Roland de Thiel. Bien bonjour Roland. Bonjour Joël Sidney Wende, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous chers panélistes. Depuis le 11 mars 2021, sénateurs et députés ont repris du service dans leurs chambres respectives. Au-delà du renouvellement des bureaux, la première session parlementaire de l'année législative en cours avait pour objectif, au moment où le Cameroun affronte la recrudescence des cas de Covid-19, de débattre sur les mesures mises sur pied pour évacuer ce fléau, entre autres la question du vaccin. Aussi, la sensibilisation contre les discours haineux, la xénophobie et la crise anglophone était d'actualité. Après 30 jours de discussion, l'on peut retenir de cette session qui s'est achevée le 9 avril dernier que l'Assemblée nationale dénonce et condamne les comportements odieux qui minent de plus en plus notre société. À l'affiche, l'exploitation arnachique et abusive des réseaux sociaux. Elle préconise aussi l'intensification de la sensibilisation dans toutes les circonscriptions du pays en vue de lutter efficacement contre la Covid-19. Les coupures intempestives d'électricité, devenues une préoccupation majeure actuelle de la population, étaient également au cœur des réflexions. Les parlementaires ont donc appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités à ce sujet. Plus important à retenir de cette session,
C'est la lettre ouverte des députés à l'endroit du secrétaire d'État américain au sujet de la crise anglophone au Cameroun. C'est donc une session riche en réflexions profondes que vient de connaître le pays. Il ne nous reste plus qu'à attendre la mise sur pied effective des décisions arrêtées au cours de celle-ci. L'Afrique du XXIe siècle est confrontée à l'épineux problème de l'emploi jeune. Au Cameroun, il connaît des proportions inquiétantes. Malgré les efforts de l'État et ses tentatives pour apporter des réponses, le chômage des jeunes persiste. Pourtant qualifiés, ceux-ci sont dans une tortueuse quête d'emploi au fil des jours. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont malheureusement les plus nombreux dans cette cohorte. Comme solution à ce fléau grandissant, l'État ainsi que de nombreux acteurs économiques préconisent l'entrepreneuriat qui constitue une opportunité pour les jeunes de s'insérer dans la vie active. Même si le problème de financement nécessaire mis à la disposition des porteurs de projets tend à s'inscrire comme un caillou dans la chaussure entrepreneuriale, les jeunes se lancent davantage sur cette voie. Que ce soit en tant que start-up ou jeune entreprise exerçant dans n'importe quel secteur, les jeunes ont vraiment répondu à l'appel du président Paul Biya qui, lors de son discours à la jeunesse le 10 février 2020, déclarait, je cite, « J'ai besoin de vous ». Fin de citation. Tenons par exemple le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune, le PA Jeune, financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, comme l'un des efforts consentis de l'État pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Programme qui, en 5 années d'existence, affiche un taux de réalisation de 54%. Aquaculture, aviculture ou encore agriculture, il en sort de tout et de toutes parts. Cependant, le fléau chômage n'est toujours pas estompé. Est-ce à dire que ces mesures palliatives au manque d'emploi jeunes ne sont pas les meilleures? Plus loin, que doit faire l'État de plus? Ou encore, comment les acteurs du secteur privé peuvent venir en aide au gouvernement pour endiguer totalement ce phénomène? Tels sont, chers téléspectateurs, les sujets auxquels s'intéresseront les panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. Merci à Roland de Thiel pour la signature mature de ce round-up de l'actualité qui retrace l'information telle que traitée par la rédaction centrale de Candice. Je vous l'ai dit il y a un instant seulement, la session parlementaire s'est achevée du côté de l'hémicycle de Ngouaïkélé. C'était vendredi dernier avec, en prime time, on va le dire ainsi, le mot, sinon la locution du président de l'Assemblée nationale. Le bon à savoir, ce qu'il faut retenir de la clôture de cette session parlementaire qui aura duré 1 mois, c'est dans ce reportage que signe pour nous Pierre Benakonia. Alors que les rideaux se referment sur les travaux de la session parlementaire du mois de mars 2021, la séance plénière de ce jour, présidée par le très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, les parlementaires de la Chambre basse ont tout d'abord observé 1 minute de silence pour honorer la mémoire des siens décédés au cours de la session. Le président de l'Assemblée nationale a invité à plus de vigilance face à certaines dérives de ces temps liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Les derniers cas en date et la profanation de la dépouille et de l'intimité du cardinal Christian Toumi qui vient de nous quitter. Des images qui ont inondé la toile alors même que le prélat venait de rendre l'âme, ce qui, à tout point de vue, est inadmissible et indigne d'un peuple civilisé. Pour le très honorable qui met ainsi fin aux travaux de la première session ordinaire de l'année législative marquée par l'examen et le vote de 9 projets de loi, les Camerounais doivent cultiver le respect de la vie humaine et la vie privée de chacun. Ils doivent construire la paix, la mise en mal par des terroristes et des sécessionnistes sans foi ni loi dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest.
Ils doivent relancer l'économie nationale ébranlée par la pandémie du Covid-19. Ils doivent justement combattre cette peste des temps modernes qui continue de sévir dans notre pays et dans le monde. Il appartient aux élus de la nation d'intensifier la sensibilisation dans leurs circonscriptions respectives. En outre, le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention des organes en charge de la lumière au sujet des coupures d'électricité. J'interpelle Eneo et Sonatrel afin que des solutions les plus rapides et définitives soient retrouvées. Et j'invite le gouvernement à prendre des responsabilités, toutes ses responsabilités sur ces questions. Les coupures d'électricité doivent être une exception et non devenir la règle. Les députés ont alors interpellé Anthony Blinken, secrétaire d'État du département des États-Unis d'Amérique, au sujet de la crise anglophone au Cameroun. En décembre 2019, le gouvernement a déposé un projet de loi portant Code général de collectivités territoriales décentralisées qui consacre le statut spécial en disposant que la loi peut prendre en compte les spécificités de certaines régions s'agissant de leur organisation et fonctionnement. Les parlementaires de la Chambre basse se disent disposés à défendre les institutions du Cameroun et la légitimité de ses dirigeants qui ont été élus démocratiquement par le peuple camerounais souverain. Retour sur le plateau, bien merci à Pierre-Bernard Coigne pour ce reportage que nous avons utilisé dans le cadre de cette émission. Alors, Olivier Yimbo, vous avez suivi très clairement le condensé de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la clôture des travaux. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Guédivril, l'honorable Kavaï Guédivril, est revenu sur des points essentiels. On va d'abord parler on va le dire, le difficile problème d'énergie, d'électricité au Cameroun, interpellant naturellement le directeur général de Sonatrel, le ministre de l'eau et de l'énergie et bien le directeur général d'Eneo. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme sensation? C'est vrai que ces derniers jours, les épisodes de coupure d'électricité affluent dans les villes du Cameroun. Qu'est-ce que ça génère en vous comme réflexion? Je dois vous dire que c'est quelque chose de très énervant. Très énervant. Mais il faut que je vous dise, moi j'habite un quartier qu'on appelle Emombo. À Emombo, parfois tu peux croire que tu es dans un village. Hein. Vous êtes là, à tout moment, le courant est parti. Il n'y a plus de différence entre vous qui êtes à Yaoundé et quelqu'un qui a... à Molondo, excusez-moi, je ne vais pas forcément dire que celui qui est à Molondo, il n'a pas droit à la lumière, mais je vous dis, c'est quelque chose de très énervant. Mais la question que je me pose, c'est, est-ce que Sonatrel, Eneo et tout ce que vous pouvez, est-ce que c'est responsable en charge de ces sociétés? Est-ce que eux-mêmes, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une session parlementaire pour comprendre que ça va mal? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'interpellation des députés? C'est 180 députés, vous avez 100 sénateurs, 180. Mais il y a combien de Camerounais? Voyez-vous, moi je me demande pourquoi est-ce que ces gens-là sont tranquilles? Pourquoi il faut attendre? Pourquoi ils ne s'expriment pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils doivent parler aux Camerounais, ils doivent s'exprimer. C'est beaucoup de Camerounais, ce sont des Camerounais qui sont en colère. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, moi je dois vous dire que vous ne pouvez pas passer une minute sans voir un post qui se moque particulièrement de Néo. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer? Pourquoi ils ne peuvent pas faire une conférence de presse pour nous dire ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il faut vraiment une interpellation du président de la République, du Premier ministre ou alors du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, je ne sais pas?
Ils doivent des comptes. Nous ne sommes pas quand même des animaux. Il faut qu'ils nous disent ce qui se passe et pourquoi nous vivons comme ça. Moi, je sais pas. Je m'attendais pas à ce que le président de l'Assemblée nationale vient de mentionner a mentionné dans son discours, ou alors ce que les députés pouvaient rappeler. Là, ce n'est qu'un rappel, nous on vit ça tous les jours. Mais c'est pas ça le plus important pour moi. Moi j'ai besoin d'écouter ces messieurs, ces personnes en charge de ces sociétés. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on continue à vivre comme si on était dans la caverne? Pourquoi? Il faut qu'ils nous disent. Vraiment, le président de l'Assemblée nationale, les députés ne disent que ce que les 22 millions de Camerounais disent dans les réseaux sociaux et partout. Partout. Dans les taxis, les boutiques, en ville, partout. Ils ne disent que c'est une réalité. Et ces messieurs-là, on a besoin de les écouter. Vraiment. On n'a pas besoin, ils n'ont pas besoin, s'ils sont là pour servir le peuple camerounais et faire le bon travail, ils n'ont pas besoin d'une sortie du président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale. Ils doivent anticiper et nous dire ce qu'il faut faire et ce qui ne va pas et prendre des solutions. D'accord. Merci bien. Alors, Hassan Fouapon, Olivier Yimbo pense naturellement qu'il y a un problème de communication avec des structures telles que la Sonatrel, Eneo, la Sonatrel déjà, qui s'occupe du transport de l'électricité, et Eneo qui en est le distributeur dans les ménages. Alors, lui, il pense qu'il y a un problème de communication. Je rappelle quand même à ceux qui nous suivent, aux téléspectateurs, que nous avons essayé à plusieurs reprises de contacter les responsables de ces différentes structures, à savoir Eneo et en plus la Sonatrel. Du côté de la Sonatrel, on a eu des difficultés avec l'agenda, le chronogramme d'activité du directeur de la Sonatrel qui était un peu saturé, et comme on ne s'était pas annoncé, on a eu ce problème. Mais à Eneo, on nous a carrément fermé les portes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, des structures qui ne communiquent pas assez, les réseaux sociaux sont la voie, on va le dire ainsi, idéale, là où nous retrouvons des informations sur ce qui devrait se dire normalement de façon officielle. Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, pour réglementer ce secteur-là? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de Sonatrel et d'Eneo, il faut repenser la politique de fourniture d'électricité au Cameroun. Oui. Pourquoi ne pas introduire dans ce secteur une concurrence véritable? Et parce que cette concurrence permettra aux consommateurs d'avoir le choix de s'abonner chez le fournisseur le plus compétent. Et je pense que effectivement, si on revoit la politique de fourniture d'électricité dans ce pays, justement, les sociétés en charge soit du transport, soit de la distribution seront obligés de communiquer, parce que là, ils vont faire face à une concurrence, et s'ils ne communiquent pas, ils vont perdre de la clientèle. Mais au-delà de cela, il faut dire que quand on parle de l'accès de l'électricité au Cameroun, qui est un service de base et qui fait partie en quelque sorte des missions régaliennes de l'État, parce que nous allons tout à l'heure parler de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat jeune. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'emploi ou bien de création de richesse sans électricité stable et fiable. Il faut donc dire qu'au-delà de ce que les députés peuvent dire, au-delà de Sonatrel et d'Eneo, il faut savoir que quand on parle des questions d'électricité dans un pays, il y a deux niveaux. Il y a premièrement ceux qui ont déjà accès aux installations et qui de temps en temps peuvent souffrir des coupures intempestives, comme cela se voit dans les villes de Yaoundé, de Douala et dans presque toutes les villes du Cameroun. Et le discours du président de l'Assemblée nationale montre effectivement qu'il vit avec nous et qu'il connaît les réalités du pays. Bon, sauf qu'au-delà d'interpeller, on s'attend quand même à ce que l'Assemblée nationale, qui est le pouvoir législatif, prennent des décisions graves, c'est-à-dire des textes de loi qui permettent de reformer le système, qui permettent même, pourquoi pas, de changer de partenaire de l'État. Parce que l'Assemblée nationale a ce pouvoir-là. On n'attend donc pas des parlementaires qu'ils soient simplement là pour dénoncer, pour donner des impressions, mais on attend qu'ils soient dans des actes et qu'ils prennent, pourquoi pas, des projets de loi, autant pour moi, des propositions de loi qui pourraient véritablement entraîner une réforme de la fourniture d'électricité. Maintenant, en dehors de ceux qui ont déjà accès aux installations et qui ne subissent que les coupures intempestives, il faut dire qu'il y en a
qui n'ont même pas accès à ces installations, qui sont dans des zones rurales, qui sont dans des zones éloignées et qui vivent encore de la lampe tempête. Pour cela, je pense que le Cameroun, au-delà de l'énergie hydroélectrique, il y a quand même des sources alternatives. Il y a l'énergie éolienne, il y a l'énergie solaire. On pourrait également miser sur ce type d'installation qui, de mon point de vue, assure d'ailleurs mieux l'indépendance ou bien l'autonomie des ménages vis-à-vis des distributeurs qui sont en réalité des partenaires économiques et qui ne recherchent que leurs bénéfices. D'accord. Alors, il y a ce problème qui devient récurrent finalement. C'est ce problème, en ce qui concerne, je veux le dire ainsi, de façon triviale, les réseaux sociaux. Il en a fait cas pour le cas de Neo, également de la Sonatrel, qui ne communiquent pas assez, mais qui choisissent parfois la voie des réseaux sociaux. Il a également fait cas de la situation du cardinal Christian Toumi, dont la dépouille a été profanée sur les réseaux sociaux. Alors, que faut-il faire justement pour avoir un contrôle définitif sur les réseaux sociaux? Existe-t-il un moyen pour filtrer tout ce que les Camerounais reçoivent en termes de technologie au niveau des réseaux sociaux, Monsieur Olivier Yingo? Je dois vous dire que le problème ici, c'est celui de l'impunité. Ouais. C'est l'impunité tout simplement. Parce que s'il faut revenir sur le fait que nous avons des coupures d'électricité, il faut se poser la question de savoir... Mais des gens qu'on a nommés, des gens qu'on a mis à la tête de certaines sociétés pour servir le peuple camerounais, est-ce que ces gens-là sont... D'abord, comment même ils ont même été choisis? Ils sont peut-être compétents sur la base d'un certain nombre de critères, ils ont été sélectionnés, ils ont été nommés. Mais après, quel est le rendement? Pourquoi quand on voit que ça ne va pas, il faut attendre? Pourquoi quand on voit que les gens qu'on a nommés ne font pas le travail qu'on attend sur le terrain, pourquoi on attend que cela soit pire pour réagir? C'est un problème d'impunité. Le collègue, le copanaliste tout à l'heure a souligné quelque chose. Il dit, vous avez des localités. Voilà, il a parlé des différentes sources d'énergie. Il a parlé en dehors de l'électricité, il a parlé des panneaux solaires, l'énergie éolienne, ouais, ainsi de suite. Mais moi, je veux savoir quelle est la politique du ministre en charge de l'énergie. Il y a des villages, certes, qui ne peuvent pas avoir d'électricité, mais comment est-ce qu'on fait? Quel est le bilan? Est-ce qu'on ne peut pas communiquer là-dessus? Qu'est-ce qui est fait? Vraiment, on peut critiquer, on peut même critiquer des choses, on peut passer le temps à critiquer si on n'a pas l'information. Et moi, je vous dis, c'est un problème d'impunité. Vous parlez des réseaux sociaux. Si quelqu'un travaille mal, mettez-le de côté. Si quelqu'un n'est pas capable de vous donner le rendement qu'il faut, mettez-le de côté. S'il n'y a pas un bilan comptable, un bilan chiffré, un bilan palpable, visible, mettez-le de côté. On nomme quelqu'un pour servir le peuple camerounais. On nomme pas quelqu'un pour qu'il soit mieux comme une tombe et reste dans les bureaux pendant que on parle partout de son département. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. S'il faut que je fasse, s'il faut faire une petite transition à propos. C'est la question fondamentale. Oui, c'est la question fondamentale. D'accord. Mais je dois vous dire que il faut vraiment frapper très fort. Moi, j'interpelle le Parlement à voter, pas seulement voter une loi, hein, parce qu'il faut voter la loi, il y a la loi, mais après, il n'y a rien. Mais il faut vraiment sévir. Il faut sévir. Vous parcourez les réseaux, vous êtes sur Facebook, vous constatez que des gens au Cameroun, des gens ou des élèves ont publié des images obscènes, des choses choquantes, de la pornographie, si je veux dire comme ça, des discours de la haine. Mais je veux savoir, mais qu'est-ce que le ministère des Postes et Télécommunications, qu'est-ce que ce ministère fait? Est-ce qu'on doit dépasser le cadre de la sensibilisation? On doit un peu dépasser ce cadre. Parce que s'il faut, généralement, excusez-moi, mais je vais faire une petite analogie. Vous voyez?
Quand vous êtes à l'école, vous avez un enfant qui passe tout le temps à dribbler l'école. Ou alors, et puis il est récidiviste, il dribble l'école, il vient avec de la drogue, peut-être qu'il frappe sur ses camarades. Mais je dois vous dire que si on conscientise, si on donne des conseils, si on essaye de donner, il y a 3 jours d'exclusion, 8 jours, ainsi de suite, la sanction est progressive, c'est vrai. Mais si à un moment, on constate que cela ne produit pas l'effet escompté, il faut sévir, il faut passer à une étape un peu plus sévère. Et cette étape-là, je pense que même la prison, il faut pas... Alors, on ne peut pas éduquer un enfant seulement avec le cœur. Je sais que généralement, j'aime dire aux parents, ne mettez pas le cœur. Les mamans aiment trop le cœur. Ne mettez pas les organes. Voilà, il y a trop de choses, vraiment. Mais à un certain moment, il faut de la chicotte. Il faut être très sévère. Et dans les réseaux sociaux, que ce soit les jeunes, les élèves, les parents, quiconque sur les réseaux sociaux menace la République à travers un discours de haine, de division, à travers des images pornographiques qui n'éduquent pas la jeunesse. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Il y a des choses qui doivent être proscrites pour notre État. Alors, quand vous voyez toutes ces choses-là, s'il n'y a pas de sanctions, le ministère des Postes et Télécommunications doit prendre des mesures. Pour cela, il faut qu'il soit d'abord, je ne sais pas, vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Facebook et Twitter, avec les manifestations au niveau du Congrès, vous avez vu qu'on a suspendu d'abord son compte. Mais là, c'est le président. On va dire que c'est l'ancien président. Mais combien de jeunes ont été arrêtés? Combien de jeunes ont été sanctionnés? Parce qu'ils ont publié des images obscènes. Parce qu'ils ont publié des discours. Parce qu'ils ont écrit des choses qui divisent la République. Combien ont été arrêtés? Combien ont été enfermés? Il faut frapper fort. Si on prend 1, 2, 3, 4 personnes, moi je suis sûr que ça va suivre. C'est parce qu'il y a un laisser-aller. De la même façon qu'on laisse aller ces gens-là qui sont en charge de nos sociétés et qui font n'importe quoi et qui se disent qu'ils n'ont même pas de compte à rendre dans la République, c'est la même façon qu'on laisse ces jeunes-là qui pensent qu'ils ont la liberté, on va parler et on va parler davantage. Il faut frapper très fort. D'accord, merci bien. Alors, Hassan Fapon, Olivier Yimbo pense que on a tellement fait dans la sensibilisation et que maintenant, il faudrait passer à l'étape supérieure, la répression. Mais je veux savoir aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux au niveau du Cameroun, il y a un ministère qui est en charge de réguler ce secteur, qui est le ministère des Postes et Télécommunications. Est-ce qu'il existe un moyen sûr, un moyen coercitif pour arriver à un résultat satisfaisant de manière à ce que les informations que les Camerounais reçoivent soient quand même filtrées à un certain niveau? Bien évidemment qu'il est au-delà du ministère des Postes et Télécommunications, il existe toute une agence nationale des technologies de l'information et de la communication qu'on appelle l'ANTIC, qui justement est chargée du développement des infrastructures dans ce domaine, mais aussi de ce qu'on peut appeler la régulation. Il faut dire qu'il existe des moyens pour contrôler l'usage des réseaux sociaux dans n'importe quel pays. Il y a des pays ici au monde où vous ne pouvez pas accéder à certains sites si vous n'avez pas un certain âge, si vous ne justifiez pas d'un ensemble d'éléments vous permettant justement d'avoir accès à ces sites. Nous sommes donc effectivement au Cameroun dans ce qu'on peut appeler une tolérance. Et une tolérance qui commence justement à montrer des mauvais fruits. Il faut dire que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, il y a 3 éléments à relever. Le premier élément, c'est que les réseaux sociaux constituent une aubaine pour une société. C'est-à-dire, on ne peut pas parler, par exemple, de nos jours, de l'entrepreneuriat, sans parler de l'usage des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux deviennent un moyen de communication qui permettent effectivement de réduire les barrières ou bien les distances entre les peuples, qui permettent même d'ailleurs de vanter son produit. Vous allez vous rendre compte que même sur le plan médiatique, la plupart des médias ont des pages. Parce que cela permet une meilleure visibilité, une meilleure communication. Sauf qu'il y a le revers de la médaille. Des spécialistes des technologies de l'information et de la communication, comme par exemple Eric Souter, indiquent que chaque fois qu'on parle des réseaux sociaux, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut relever. Premièrement, ce qu'on appelle la désinformation. Les risques de désinformation sur les réseaux sociaux sont tels que la plupart du temps, vous voyez des gens qui se font des relais de la rumeur.
Même en dehors des réseaux sociaux, vous allez entendre parfois des gens dire, mais on a dit qu'apparemment la rentrée scolaire n'aura pas lieu demain parce que le ministre a dit, et j'ai vu cela sur les réseaux sociaux. En fait, nous sommes véritablement dans ce qu'on appelle la désinformation. Et des consommateurs passifs des réseaux sociaux deviennent des relais de la mauvaise information. Il y a aussi ce qu'on peut appeler de la pollution informationnelle, où l'utilisateur est en face d'une multitude d'informations parfois dissonantes et ne sait pas exactement comment est-ce qu'il doit se situer. Bien évidemment, vous avez la question aussi de la violation de l'intimité. Quand vous regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que les gens ne font plus attention à ce qu'ils publient. Et il y a un accident quelque part, on vous publie des images choquantes, sans tenir compte des âmes sensibles. Il y a un décès, on vous publie le cadavre, même nu, d'une personnalité ou d'un individu. Parce que chacun a droit à une intimité. Donc les gens ne font plus effectivement attention à ce qu'il faut faire, ou bien à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Et face à cela, il faut un État fort, il faut un État régulateur qui est capable de frapper. Bien évidemment, on a vu dans certains cas l'État frapper. Dans le cas, par exemple, des journalistes qui avaient été accusés de cybercriminalité ou de désinformation ou d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais il faut que les choses aillent plus loin. Il y a des pays qui n'ont que faire du regard, parce que ce qui fait parfois peur à l'État camerounais, de mon point de vue, c'est le regard de l'extérieur. Si on commence à trop réguler l'usage ou bien l'accès aux réseaux sociaux, on a l'impression qu'on est en train de primer les gens sur le plan de la liberté d'expression. Mais en réalité, la liberté d'expression, ce n'est pas un libertinage. Il faut donc que l'État frappe du poing sur la table et qu'il essaye de réguler ce secteur-là. Et il y a effectivement des mesures juridiques pour réguler un tel domaine, mais il y a aussi des mesures institutionnelles avec le ministère des Postes et de Télécommunications, avec des agences comme l'Agence nationale des technologies et l'information et de la communication. Il est bien possible de réguler ce secteur. Il faut que l'État laisse un peu la tolérance qu'on voit dans plusieurs domaines. En dehors des réseaux sociaux, on peut vous parler même dans le domaine de l'éducation, les établissements scolaires qui poussent à tort et à travers. On peut vous parler dans le domaine médiatique, des organes de presse qui naissent tous les jours. Dans le domaine religieux, on peut vous parler également des églises qui naissent du jour au lendemain et on ne contrôle pas toujours les informations qui sont véhiculées, les valeurs qui sont inculquées aux citoyens dans ces différents cadres-là. D'accord. D'accord, vous voulez enrichir. Je voulais prendre un exemple pour que vous compreniez. Vous voyez, nous avons un groupe à l'école, le forum des élèves de la terminale. Dans ce forum, on a créé ce forum dans le cadre, le contexte Covid-19 que vous connaissez, la formation, l'enseignement e-learning à distance. Alors, dans ce forum, vous voyez, il y a des enseignants, il y a des responsables, il y a des élèves. Et ce forum uniquement sert à la pédagogie, à l'enseignement, à l'éducation et aux informations liées uniquement à l'école par rapport à ces élèves de terminale. Mais vous voyez, dans ce forum, il y a des élèves qui pensent que c'est toujours un terrain de jeu, comme ils font au quartier. Pas plus tard que hier, un élève a publié dans ce forum, pendant que je suis connecté, il dit... l'élève Menye Hilary a eu un accident grave. Elle est au coma et elle a besoin de sang et elle est aux urgences de l'hôpital central et elle est au plus. Alors, vous voyez une information comme ça. Quand vous lisez, vous êtes enseignant, vous avez votre élève, vous avez une information comme ça, ça touche. Et directement, certains enseignants ont commencé à écrire, mais qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Il y a eu de la mobilisation, un temps de mouvement et des... Alors, on était en train de chercher la personne qui peut aller donner le sang. Vous voyez. Après, subitement, j'appelle même un concerné. J'appelle quelqu'un proche de la famille pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle la maman, elle me dit, mais moi je suis à l'ouest, je suis venu enterrer ma petite soeur. Je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'appelle un autre camarade qui me dit, mais monsieur, vraiment c'était le poisson d'avril. Mais quand vous avez c'était le poisson d'avril, c'est tellement facile, c'est tellement léger. Mais vous avez des élèves comme ça qui s'amusent sur une plateforme pareille. Mais vous pensez que si on est muet, si on est tranquille, si on ne frappe pas fort, ces élèves-là, et nous sommes au 3e trimestre,
Ça montre que ces enfants ne sont même pas conscients que nous sommes au 3e trimestre et on avance vers l'examen. Il faut frapper fort. Et j'ai dit, comme j'ai écrit dans ce forum-là, lundi matin, je vais commencer par vous. Mais vous êtes enseignant, vous permettez que je vous relance là-dessus. Oui. Vous êtes enseignant, aujourd'hui on en voit de plus en plus dans nos collèges et lycées des élèves qui vont à l'école avec le téléphone portable, qui ont des groupes Facebook, où vous, enseignants, vous vous retrouvez dedans. Mais vous-même, est-ce que ça ne paraît pas bizarre de vous retrouver dans un même forum avec vos élèves qui n'ont pas le droit d'avoir un téléphone? Le problème n'est pas d'avoir le téléphone, c'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est quand utiliser ce téléphone et comment l'utiliser. Qu'on le veuille ou pas, le téléphone est utile. Qu'on le veuille ou pas, le téléphone ça nous sert tous les jours. Alors, pour les élèves, nous sommes dans un contexte Covid-19. On est obligé. L'année passée, on a arrêté les cours, c'était en mars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse lorsqu'on arrête les cours en mars et que les enfants vont composer en juin? Il y a des cours à la télévision, par exemple. Oui, il y a les cours à la télévision, mais je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. Et c'est que nous ne sommes pas d'ailleurs interactifs. Voilà, ce n'est pas suffisant. Honnêtement, quand ce n'est pas la classe, ce n'est pas suffisant. Il faut communiquer. Il y a des programmes qu'on doit poster, il y a des explications qu'on doit donner, mais au préalable, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer avec les parents. Parce que il y a ce maillon essentiel de l'éducation, les parents à la maison. Ouais. Et ce sont ces parents-là qui doivent réglementer l'usage du téléphone à la maison en étant au courant de ce qui se passe à l'école. Moi, je dois vous dire que le téléphone, les élèves sont comme un enfant qui apprend à ramper. Hein. Vous avez un enfant qui apprend à ramper. Quand l'enfant veut aller toucher la bougie, même si vous faites quoi, il y a la curiosité, il faut aller toucher. L'enfant veut aller ici. L'enfant marche juste comme ça, parfois, sans... c'est une curiosité. Il y a beaucoup d'élèves comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce qui concerne le téléphone, d'abord, c'est interdit. C'est interdit à l'école. Quand vous venez à l'école à 7h30, on ne vient pas travailler, on ne vient pas travailler dans le forum à l'école. Le téléphone est interdit. Le téléphone, c'est à la maison. Donc, quiconque vient avec le téléphone à l'école, vraiment... alors on va appliquer les sanctions. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand l'enfant rentre à la maison, s'il y a des informations, d'abord des informations que nous avons au préalable données à l'école, mais s'il y a des informations, l'enfant a 1 heure ou 2 heures pour avoir les informations de l'école postées dans le forum, ainsi de suite. Mais après, j'ai envie de dire de 19h à 6h du matin, selon ce que nous on fait dans le contexte et dans mon établissement, le téléphone est interdit. Le téléphone est interdit. Parce que on n'a pas besoin. L'enfant ne va pas nous dire que de 19h à 6h, on apprend dans le téléphone et ainsi de suite. Tout ce qui se passe dans les écoles, tout ce qu'on a vu à Kribi, vous avez vu, c'est tellement choquant. Avec tout ce qu'on a vu à Kribi, avec le lycée de Kribi, ici au lycée de Kounou, avec tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, il y a des élèves qui viennent et qui filment même ce qu'ils font, des bêtises comme bêtises à l'école. Je vous dis, c'est tellement choquant. Mais là, il faut frapper très fort, comme j'ai dit. D'accord, d'accord. Hassan Fouapon, c'est clair, Olivier Yimbo dit qu'il faut frapper. Il a évoqué tout à l'heure le fait que le téléphone comme outil de travail à la maison, à l'établissement, est prohibé. Et là, je vais convoquer votre casquette de spécialiste des sciences de l'éducation. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Est-ce que le gouvernement n'avait pas un autre moyen? Parce que c'est justement de l'utilisation abusive du téléphone, et on pourrait justifier ça avec l'avènement de la Covid-19, que des dérives au niveau des comportements ont commencé à venir. Qu'est-ce que l'État devrait faire? Non, déjà, je ne pense pas que les dérives comportementales surviennent après qu'on ait instauré au Cameroun l'enseignement à distance. Il faut d'ailleurs dire que si nous avons attendu Covid-19 pour instaurer l'enseignement à distance, c'est que nous sommes encore en retard. Aujourd'hui, la pédagogie, quoi qu'on dise, l'enseignement, quoi qu'on dise, intègre les technologies de l'information et de la communication.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas jeter l'anathème sur les technologies de l'information et de la communication, parce qu'elles constituent des moyens de communication et de travail dans le monde actuel. Et il n'est pas possible de nos jours de former les élèves sans leur apprendre à utiliser ces outils-là. Ce n'est pas possible. Si un élève obtient son baccalauréat dans un pays sans être capable d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour apprendre ou pour travailler, c'est que sa formation est biaisée. Cela dit, ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'attirer l'attention sur les usages, ce qu'on peut appeler les détournements des usages. C'est-à-dire que les outils technologiques sont confiés aux élèves, aux apprenants, pour la continuité pédagogique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a dit, il n'est pas interdit à un jeune élève d'avoir un téléphone, mais il lui est interdit de l'utiliser à l'école. Parce qu'à l'école, il n'y a aucune nécessité d'utilisation du téléphone portable. C'est à la maison pour assurer ce qu'on appelle donc la continuité pédagogique. Ça veut dire les échanges entre enseignants et apprenants en dehors de l'établissement, puisque les enseignants ne peuvent pas se déplacer pour la maison. Ils continuent donc d'échanger avec les élèves à travers le téléphone portable. Il devient donc un moyen d'assurer la continuité pédagogique. D'accord, je vous relance rapidement. Oui. À qui va-t-on attribuer alors les responsabilités des dérives telles que observées par exemple au lycée bilingue de Kribi, dans d'autres établissements au Cameroun? Bien évidemment, les responsabilités sont partagées. Nous commençons par l'institution scolaire elle-même. Parce que vous savez, l'institution scolaire, c'est un milieu social, une instance sociale qui a ses particularités et qui devrait tout faire pour que même les enfants qui sont mal encadrés à la maison laissent, comme s'ils se déchargeaient d'un bagage, qu'ils laissent leurs mauvaises habitudes en dehors de l'école, et que lorsqu'ils sont à l'école, ils respectent le règlement intérieur. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque des enfants parviennent à accéder dans un établissement avec des téléphones et qu'ils parviennent même à faire des vidéos, c'est que quelque part, il y a défaillance. Il y a défaillance dans le système disciplinaire, dans le système de contrôle de l'établissement. On ne peut donc pas dédouaner l'établissement. Mais au-delà de l'établissement scolaire, qui a sa part de responsabilité, il y a les familles également. Vous savez, aujourd'hui, effectivement, il y a un spécialiste du comportement, dont le nom m'échappe, qui a dit que chaque fois qu'un parent donne une tablette ou un smartphone à son enfant, il agit de la même manière qu'un parent qui donne à son enfant une bouteille de bière ou de la drogue. Parce qu'au-delà même des informations, de la désinformation, il faut savoir que aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication, quoi qu'on dise, ont un impact sur les relations sociales. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une maison, les gens ne communiquent plus. Et chacun est accroché sur son téléphone portable pendant 2 heures de temps. Vous allez voir aujourd'hui même d'ailleurs, des amis se rencontrent et ils disent allons prendre une bière. Ils arrivent au bar, chacun commande sa bière et tout le monde est concentré sur son téléphone. Il n'y a même plus moyen de communiquer. Donc quoi qu'on dise, l'usage abusif des réseaux sociaux ou bien des TIC a un impact même sur la relation sociale, sur la communication entre les individus, et donc tout part parfois de la famille. Vous allez voir un parent qui offre à son enfant de 2 ans et demi une tablette dans laquelle il va télécharger des dessins animés, des jeux, sous prétexte que l'enfant doit passer du temps. Rassurez-vous, ceux qui travaillent dans les sociétés de fabrication des technologies de l'information et de la communication, c'est un reportage que j'ai suivi dans des chaînes occidentales, prennent soin de mettre leurs enfants à l'abri ou bien à l'abri de ces technologies de l'information et de la communication. Et même lorsqu'il faut les envoyer à l'école, ils se rassurent de les envoyer dans les écoles où ils vont finir le cours moyen sans avoir utilisé le téléphone, parce qu'ils savent quels sont les effets négatifs. Même d'ailleurs, les biologistes vont vous dire qu'il y a des rayonnements. Issus du téléphone qui ont un impact sur le système nerveux, qui accélère la dégénérescence du système nerveux. C'est pourquoi vous allez voir, avant l'usage des téléphones, les gens pouvaient vivre jusqu'à 80 ans et avoir un fonctionnement optimal de leur système nerveux. Mais de nos jours, ce n'est plus possible. À 40 ans, à 35 ans, des gens souffrent déjà des troubles nerveux qu'on souffrait à l'époque, dont on souffrait à l'époque à 90 ans. Donc en réalité, les parents ont grand intérêt à contrôler eux-mêmes l'usage que les enfants font des téléphones portables. D'ailleurs, à retarder au maximum l'accès à ces téléphones. C'est-à-dire qu'au lieu d'offrir une tablette à ton enfant à 4 ou à 5 ans,
il faut lui offrir une tablette lorsque cela est nécessaire. Quand tu sens qu'il a atteint l'âge où il pourra, de manière consciente, consommer les contenus de ces outils technologiques. Mais, mon frère, si vous me le permettez... D'accord, allez-y, on va sortir de cet angle. Je voudrais vous dire que concernant la responsabilité de cette dérive dans les réseaux sociaux, la responsabilité est à 3 niveaux. Oui. En tant qu'enseignant, je dois vous dire que le premier niveau ici, c'est vraiment les parents à la maison. Parce que, je ne dédouane pas les établissements, mais on commence à la maison. L'enfant que vous voyez à l'école, c'est le produit de l'éducation familiale. Bien sûr. Parce que certains parents aujourd'hui ont démissionné, vraiment démissionné. Et il y a des phrases qui nous reviennent tout le temps. Je vais faire comment? Il m'a dépassé. Vraiment, j'ai déjà parlé. Mais vous vous demandez, il y a de cela peut-être 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on pouvait entendre des choses comme ça? Comment un enfant de 13 ans peut dépasser un parent? Hier encore à 21h, j'étais là d'ailleurs à 21h, je voyais lors du classique au Real Madrid, je voyais des enfants de 13 ans sortir les tickets et se baladant dans les salles de jeu où on parie. Mais où sont les parents? Lorsqu'un enfant de 13 ans est à 22h, il est dehors et il est dans une salle. Mais vous pensez que les parents ont démissionné? Pour surveiller un enfant aujourd'hui, il y a des parents. Je vous dis, si on va à l'école à l'heure actuelle, vous allez constater qu'il y a des bulletins que les enfants n'ont pas pris. Mais, moi je vais poser la question. Pourquoi des parents ont payé? Pourquoi? Comment un trimestre peut s'achever et un parent n'a pas le fruit de l'argent qu'il a investi à l'école? L'élève carrément ne vient pas prendre le bulletin. Le parent n'est pas gêné. Alors, les parents ont vraiment démissionné. Et les parents aujourd'hui, même, ils ne savent même pas si l'enfant a tous les cahiers en partant à l'école le matin, ils ne savent même pas. S'il a tous les coups, ils ne savent pas. Ils nous envoient des enfants dans les écoles, comme si on va commencer à rééduquer. C'est à la maison, ses parents. C'est pourquoi je dis, même à ce 3e trimestre, je demande à ces parents-là, retirez le téléphone, prenez le téléphone, et il faut contrôler même la compagnie. Les parents sont absents même à la maison. Il y a certains parents qui viennent simplement pour dormir. À 22h, ils sont fatigués et ils dorment. Et pendant la nuit, ces enfants-là font tout ce qu'on peut faire avec le téléphone. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Au 2e niveau, ce sont les établissements scolaires. Ces établissements scolaires, vraiment, il y a des surveillants généraux très véreux. Il y a des enseignants. Comment, dès que ça passe au niveau des parents, qui peuvent contrôler, fouiller même les sacs des enfants, ça arrive à l'école, les surveillants, l'établissement, est-ce qu'il y a des fouilles surprises? Est-ce qu'il y a des fouilles comme ça intempestives? Mais lorsqu'on fouille, qu'est-ce qu'on fait après? Bon, après, il y a ce que j'ai appelé, il y a l'État. Moi, je vous dis, et je le répète encore, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Parce que ces élèves-là, qui ont le courage, parce qu'ils ont le courage de poster des idioties et de la fainéantise sur Facebook, si il n'y a pas de la sanction au niveau de l'État, et qu'après on va mettre le cœur, s'il n'y a pas de la sanction, alors ils seront très courageux. Le cours sur la désinformation, c'est en première, le copain est en train de parler, c'est un cours de première. On parle de la désinformation, du danger des réseaux sociaux, c'est la première. J'enseigne ce cours-là. Mais ces enfants, lorsque vous enseignez, c'est de façon pratique, car attention, voici telle chose, c'est la prison, telle chose, ça peut conduire à ici. Mais quand ils ne comprennent pas, il faut laisser certains aller goûter la prison. D'accord, donc c'est clair, on peut attribuer, en ce qui concerne quand même les enfants, on a des moyens coercitifs pour les canaliser déjà au niveau familial, d'abord vous l'avez dit, et ensuite dans les établissements scolaires. Mais sauf que le cas qui nous interpelle ici ce matin, le cas dont nous avons essayé de brosser les tenants et les aboutissants tout à l'heure, c'est la vidéo relative à la dépouille. Bien sûr. Vous voyez le corps du cardinal Christian Toumi qui a été profané et s'est retrouvé accidentellement. J'ai envie de croire que c'est accidentellement sur les réseaux sociaux. On ne va pas dire qu'il y avait un élève dans la salle, dans la salle d'hospitalisation. C'était soit un personnel soignant, soit un membre de la famille, ou un ami, ou un membre même du clergé, parce que généralement, pour des personnes de ce niveau, ce sont les membres du clergé qui entourent. À ce niveau, comment
attribuer non seulement la responsabilité, mais comment sanctionner? Mais bien, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit accidentellement, parce que si vous analysez le comportement des utilisateurs des réseaux sociaux, aujourd'hui, on est à la recherche de ce qu'on appelle le buzz. Ouais. Être le premier à partager une information fait de nous quelqu'un d'important. Ouais. Nous sommes donc à la recherche du buzz et on ne contrôle plus effectivement ce qu'on publie. Et justement, l'État a les moyens de savoir qui a publié. Parce que chaque information qu'on publie est reliée à son premier utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des moyens technologiques pour retrouver la personne qui a publié et la sanctionner. Et je pense que la sanction a une fonction dissuasive dans la mesure où elle permet que ceux qui ont l'intention de refaire la même chose aient peur de cette même sanction. Et lorsqu'on ne frappe pas, lorsqu'on ne sanctionne pas, on donne la latitude aux autres de pouvoir suivre le même chemin. Donc, il est possible pour l'État d'utiliser les moyens technologiques pour mener des enquêtes et savoir d'où est partie la vidéo, utiliser les moyens juridiques parce qu'il y a des textes des lois qui condamnent l'atteinte à la pudeur et qui condamnent d'ailleurs les usages abusifs des réseaux sociaux et qui peuvent donc être utilisés pour sanctionner la personne qui a fait cela. Et nous ne parlions pas ici de l'école pour simplement dire que seuls les élèves sont responsables des usages abusifs. Non, non. Au Cameroun, dans un pays, tout le monde peut devenir responsable des usages abusifs des réseaux sociaux. Si nous avons accordé une importance aux élèves, c'est parce que c'est la jeunesse. C'est parce que c'est la base. Toute personnalité se construit sur une base, sur une fondation. Et la fondation première d'une personnalité s'acquiert d'abord au sein de la famille et puis est prolongée à l'école. Donc, en réalité, l'adulte même qui va mal utiliser les réseaux sociaux est pour la plupart du temps un enfant qui a été mal encadré, un enfant qui a été mal éduqué, un enfant qui a été mal instruit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas questionner les responsabilités sans commencer par la famille, ensuite l'école et bien évidemment l'État qui doit sévir, qui doit sanctionner pour dissuader ceux qui ont l'intention de suivre les mauvais comportements. D'accord. Alors c'est clair, le téléphone, les réseaux sociaux nous ont aussi renseigné sur cet épisode de décès à répétition depuis quelques jours maintenant, j'ai même envie de dire depuis quelques mois, depuis même le début de l'année. On a ces décès qui se succèdent. Qu'est-ce que ça génère comme sentiment en vous? D'abord, Olivier Yimbo. D'abord, un sentiment de tristesse, parce que la mort, ce que ça peut générer, en première... Est-ce que vous avez l'impression que c'est la fin du monde qui est proche? Non, je ne vais pas développer les thèses religieuses ici. Bon, c'est pas un problème de fin du monde. Mais en réalité, lorsqu'on perd quelqu'un, c'est d'abord la tristesse. Ça fait mal. Quel que soit... Alors, vous voyez, si vous avez un problème maintenant avec quelqu'un, il vous doit de l'argent, vous venez de vous disputer, et vraiment, vous lui avez dit, vraiment, si tu ne me donnes pas mon argent, je vais t'enfermer, et ainsi de suite. Il suffit qu'il traverse la route, là, une voiture le con, et il est là accouché, il est décédé. Je crois que, à moins que vous ne soyez le diable en personne, vous aurez très mal. Ça fait très mal. Alors, c'est des figures historiques de la République. Lorsqu'on vous parle du cardinal Toumi, c'est une sommité. Hein? C'est une figure historique. Alors, lorsqu'on vous parle de Tif Mokete, c'est vraiment une figure historique. Alors, il fallait encore l'écouter lorsqu'il y avait des débats relatifs à la forme de l'État et ainsi de suite, de problèmes anglophones, on l'écoutait. En fait, ce que je dois vous dire, c'est que je n'ai pas envie d'associer ces morts-là à quelque chose de... C'est normal, la mort. Nous tous, on va passer par là. 10 personnes peuvent tomber là. C'est que moi, je trouve que c'était le moment, il faut partir. Donc vraiment, vouloir interpréter ça comme étant un signe de je ne sais quoi, vraiment, je ne pense pas. C'était juste, pour moi, c'était juste le moment. Et au lieu de faire des interprétations erronées, vraiment liées à ces morts-là, je pense que le plus important, c'est de saluer le travail de ces personnes-là qui ont beaucoup donné pour notre nation.
ils vont rester, c'est des personnes inoubliables. Tif Mokete, si vous restez vraiment inoubliables. C'est de saluer le travail et vraiment oublier d'autres choses parallèles qui n'honorent pas cette personnalité-là et qui n'honorent pas la nation. C'est juste un moment, tout le monde passera par là. Ça peut arriver que nous trois on tombe ici et qu'en sortant la voiture nous cogne. On ne peut pas dire que, est-ce que ça signifie quoi, pourquoi, est-ce qu'on ne voit pas que peut-être, donc ça c'est des... Nous sommes en Afrique. Et des phénomènes comme ce qui s'est passé sont des choses qui s'expliquent du point de vue de la tradition. Alors Hassan Fouapon, du coup, je vous prends sur la question. On a écouté le public camerounais finalement. On a fait une sorte de vox pop pour savoir ce que la population en pensait de ces épisodes de décès. Et l'homme de la rue pense que la fin du monde est proche. L'homme de la rue pense que les gens devraient de plus en plus donner pour les chrétiens leur vie à Jésus et pour des musulmans peut-être leur vie à Mahomet, je ne sais pas trop. Mais du point de vue du scientifique que vous êtes, comment interpréter ça? Alors déjà, il faut commencer, il faut s'incliner devant la mémoire de ces personnalités politiques, de ces personnalités du monde littéraire. Parce que le mois de mars qui s'achève et le mois d'avril qui commence ont quand même vu passer de grandes figures, Penda, autant pour moi, Poreri Kinge, le cardinal Toumi, von Victor, récemment encore, il n'y a pas de cela 2 jours, c'était la princesse co-héritière du sultan de Bamoun, Rabiatou Ndjoya, Alim Ayato, et tout récemment, je peux en oublier. L'écrivain Séverin Cécile Abega, l'auteur de l'œuvre très connue, 3 prétendants, un mari, qui nous a quittés. Donc, Mendozé, le professeur Gervais Mendozé, bien évidemment. Il y a question, il y a lieu de s'inquiéter vraiment. Et donc, du point de vue du scientifique, vous savez, Auguste Comte, qui est le fondateur, l'un des grands précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie et de la philosophie positive, indiquait les différents états par lesquels toute société passe. Et à chaque état, la population ou la masse recourt à des, comment on peut dire, en fait, à l'habitude d'expliquer les phénomènes qui se vivent d'une certaine manière. On peut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ou le Cameroun se trouve dans ce qu'on appelle l'état religieux. Parce qu'il y a l'état métaphysique, il y a l'état religieux et il y a l'état positif. L'état positif, c'est la raison. Nous sommes cartésiens et on ne recourt plus au métaphysique ou au religieux pour expliquer certains phénomènes. En Afrique, par exemple, rien n'est inouï, rien n'est fortuit. Tout ce qui se passe a des causes surnaturelles, a des causes métaphysiques. Et donc, s'il y a de telles personnalités qui meurent, il est normal que la masse pense que ce sont des signes de la fin et qu'il est urgent pour chacun de donner sa vie à Jésus, de donner sa vie à Mohamed et pour ceux qui sont traditionnalistes d'aller se faire laver au village. On peut donc dans ce sens comprendre le discours de la masse, le discours du commun des mortels. Nous sommes vraiment à ce qu'on appelle l'état métaphysique ou l'état religieux où on ne recourt pas à la raison cartésienne pour expliquer les phénomènes. Mais encore, il faut indiquer que la raison n'est pas universelle et que peut-être ce qu'on appelle l'irrationnel en Afrique et qui est ce qu'on appelle l'irrationnel du point de vue occidental est peut-être rationnel du point de vue africain. Mais au-delà de cela, il faut dire effectivement que ces différentes morts ont tout simplement pour objectif de réveiller notre conscience d'hommes mortels que nous sommes. Mais surtout, de tirer des leçons de la vie de ceux qui passent avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour marquer leur résistance? Parce qu'aujourd'hui nous en parlons, mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Nous ne parlons pas d'eux. Pourquoi ne parlons-nous pas d'eux? C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas su marquer leur passage sur la terre comme l'ont fait ceux dont nous parlons aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Et donc il faut tirer des leçons de leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux et chercher au maximum à leur ressembler? Parce que quoi qu'on dise, il y a toujours quelque chose à tirer d'un être humain, qui qu'il soit. D'accord. Vous voulez réagir? Vous avez donné votre vie à Jésus parce que la fin du monde approche. Non, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je crois en Dieu, je suis chrétien. Vous avez peur de la mort? Non, j'ai pas peur de la mort. D'accord. Parce qu'il faut passer par là. Mais sauf que je voulais mentionner quelque chose. Chacun contribue à sa manière. Je me rappelle le professeur Kangué. Alors le professeur Kangué nous a dit un jour, vous voyez, ma voiture était
en panne et j'avais, du haut de mon doctorat et tout le reste, je ne pouvais pas faire démarrer ma voiture. Et alors un petit enfant qui passait dans le quartier est passé, il a demandé, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est ma voiture qui ne démarre pas. Et il a essayé d'ouvrir le capot, l'enfant a essayé de toucher je ne sais quoi dans la voiture. Et le professeur a démarré et ça a donné. Et il a appelé cet enfant, il a demandé à cet enfant ce jour-là, qu'est-ce qui dérangeait? Il a dit, c'est le gicleur. Et il a dit, depuis ce jour-là, il a nommé cet enfant docteur en gicleur. Moi, je dois vous dire que la contribution à la vie d'une nation, c'est pas parce qu'on est au perchoir de l'Assemblée nationale qu'on contribue à la vie de la nation. Seulement, c'est pas simplement parce qu'on est Paul-Éric Kingé qu'on contribue à la vie de la nation. Mais vous voulez, écoutez, ce matin, même seulement ce matin, vous savez combien de personnes sont mortes à l'hôpital central? Allez voir combien de personnes sont mortes à l'hôpital général. Mais pourquoi on ne fait pas des commentaires et des hallucinations et des insinuations? Non. Moi je vous dis, c'est quelque chose. Le mois de mars, dont on parle, mois de mars, combien de personnes sont mortes de Covid-19 par exemple? Ces personnes-là, on ne les connaît pas. Mais on parle peut-être de ceux-ci, peut-être parce qu'ils sont habitués, on les voit tous les jours à la télé, et ainsi de suite. Mais chacun, je vais vous dire que même la vendeuse de tomates contribue à la vie de la nation. C'est une femme qui écrit l'histoire du Cameroun parce qu'elle vend elle vend sa tomate à plusieurs nécessiteux. Si elle ne vend pas, combien de personnes vont mourir de faim? C'est à sa manière de contribuer à l'histoire de notre nation et à la vie de notre nation. En fait, j'ai envie de vous dire, n'essayons pas de relier, de faire des insinuations vraiment, ces personnes ont donné une vie à juger, ainsi de suite. Vraiment, la mort, c'est tous les jours. Préparons-nous à ça. On va tous mourir, un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, ce matin, si vous faites le bilan dans les hôpitaux, vous allez constater qu'il y a des centaines et des centaines de morts. D'accord. Merci bien pour cette intervention. Une touche pause s'impose, on la prend. Retour sur ce plateau, je vous l'ai dit en deuxième partie de cette émission, nous parlons entrepreneuriat. L'entrepreneuriat jeune au Cameroun, nous parlons naturellement des mesures ou alors des enjeux de cet entrepreneuriat, les mesures palliatives au manque d'emploi au Cameroun. C'est clair que la valorisation de l'entrepreneuriat est un enjeu majeur pour le Cameroun. Si on parlait business, si on parlait entrepreneuriat aujourd'hui, comment peut-on définir l'entrepreneuriat, Hassan Fapon? Alors, l'entrepreneuriat, de manière simple, peut être défini comme toute prise d'initiative qui aboutit à la création de l'emploi et au final à la création des richesses. Voilà ce qu'on entend par entrepreneuriat. Parce que dans le mot entrepreneuriat, entreprendre, et qui entreprend, prend des initiatives, et conçoit des projets et les réalise. Et le but final, en réalité, quand on parle de l'entrepreneuriat, dans le sens fondamentalement économique, le but final de l'entrepreneuriat, c'est la création d'emplois et en même temps la création des richesses. Parce qu'il n'y a pas dans un état de richesse sans emploi. Et donc, fondamentalement, dans le contexte camerounais, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, il y a deux choses qu'il faut dire. La première chose, c'est que les jeunes font quand même face à de nombreuses entraves lorsqu'il s'agit d'entreprendre, même si on peut reconnaître que l'État a mis sur pied un ensemble d'éléments, par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui des incubateurs d'entreprises, parmi lesquels Easy Office par exemple. Il faut quand même reconnaître que de manière concrète, le retour de ces initiatives de l'État tarde à être observé sur le terrain. Peut-être parce que les jeunes Camerounais ne sont pas suffisamment informés. Peut-être aussi parce qu'il y a de nombreux jeunes Camerounais qui élaborent leur projet de vie uniquement sur l'accès à un emploi de la fonction publique.
Parce que de nos jours, vous allez voir que la plupart des jeunes, lorsqu'ils élaborent leur projet, c'est que je vais faire un concours. Après mon bac, je vais faire tel concours. Et après le concours, je vais avoir tel emploi. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Là, on est formé pour être employé et non pas pour être un employeur. Parce que dans un système d'entrepreneuriat, il faut former des gens pour qu'ils soient des créateurs d'emplois, c'est-à-dire des employeurs. Et parce que chaque fois qu'un seul individu a créé un emploi, il réduit non seulement son propre chômage, mais le chômage d'autres personnes. Et en même temps, il contribue au développement d'une nation. La deuxième chose qu'il faut dire quand on parle d'entrepreneuriat au Cameroun, c'est qu'effectivement, le Cameroun a tout intérêt à promouvoir l'entrepreneuriat parce que nous sommes dans un contexte marqué par la rareté criarde des emplois. Le contexte de l'emploi au Cameroun est quand même marqué par le chômage des jeunes et un secteur informel de plus en plus grandissant qui occupe, si on parle des chiffres réels, au moins 90% de l'activité économique du Cameroun. Et dans un tel contexte, il est normal que les citoyens vivent dans une certaine précarité. Or, il faut pour que la nation se développe que les citoyens sortent de la précarité. Et on ne peut pas sortir de la précarité si effectivement on ne promeut pas l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine technologique, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine juridique, dans le domaine agricole. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat dans tous ces domaines. Parce qu'en réalité, on ne peut pas, quand on parle d'entrepreneuriat, axer l'entrepreneuriat dans un seul domaine, puisqu'il faut d'ailleurs se servir de toutes les compétences, et tout le monde n'a pas les compétences dans le même domaine, et en même temps, une nation ne se développe normalement que lorsque tous les secteurs d'activité parviennent également à émerger de manière égale ou de manière équitable. D'accord. Merci bien, Olivier Yimbo. J'espère que je vais arriver, hein. Je tâtonne un peu avec votre nom finalement. Alors, je voudrais savoir, y a-t-il pas un problème d'orientation au niveau, à la base, au niveau des établissements scolaires? Parce que aujourd'hui, on se retrouve avec des élèves qui, après avoir obtenu leur baccalauréat, par exemple, sont perdus, ne savent pas s'il faut devenir entrepreneur. D'autres veulent devenir entrepreneurs, mais ne sont pas informés par rapport à ça, ne savent pas ce qu'il faut faire pour devenir un entrepreneur à succès. Est-ce qu'on ne peut pas convoquer ici peut-être les conseillers d'orientation qui ne font pas toujours leur travail? C'est pas seulement les conseillers d'orientation, parce que il y a les conseillers d'orientation, il y a les enseignants, mais il y a aussi le ministère des enseignements secondaires, parce qu'il faut reformer les programmes. Vous voyez? Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous êtes en 3e et que vous allez enseigner, vous allez faire un cours sur l'élevage. Alors, pourquoi vous enseignez l'élevage? Pourquoi c'est ce programme pour les enfants? Ça c'est une question simple qu'il faut se poser. Pourquoi un cours sur l'élevage en 3e? Quel est l'objectif? Pourquoi? Alors, la façon d'enseigner doit changer. Et même lorsque nous voyons le cours qu'on peut donner à un enfant de 3e aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'élève, quand il termine le cycle secondaire, il y a une certaine mentalité, il faut qu'il y ait un changement de mentalité qui l'habite. Je veux prendre un exemple, on enseigne la pêche, on enseigne l'artisanat, on enseigne l'agriculture. Mais pourquoi ces programmes, pourquoi ces leçons au programme? Mais je dois vous dire que si le ministère met ces programmes-là, ce n'est pas suffisant. Dans les programmes de 3e, de première, peut-être terminale, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il faut aller jusqu'au bout, pour changer, pour reformer la mentalité de l'élève. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous dites à un enfant de terminale, un enfant qui a 20 ans, et prenons un enfant qui a 21 ans, parce que je préfère 21 ans pour un certain nombre de raisons personnelles. Alors prenez une fille qui a 21 ans, et qui va se marier, et elle a beaucoup de candidats, de prétendants, peut-être 3 prétendants en hommage à notre cher écrivain. Alors, elle a beaucoup de prétendants. Elle dit, mais tu fais quoi dans la vie? Je suis éleveur. Vraiment, c'est tout ce que tu as vu. Tu fais quoi dans la vie? Non, je suis artisan. Oui. Oui, il y a une certaine ignorance même de ce que c'est qu'un éleveur. Parce que si vous dites à une fille de 21 ans
qu'un éleveur, un vrai éleveur, est 1000 fois mieux en salaire même qu'un enseignant de lycée. Elle ne peut pas croire. Et si vous lui dites qu'un éleveur peut payer aux États-Unis, vous savez combien d'agriculteurs, un agriculteur seul, emploie des centaines et des centaines de gens. Moi, je parle des États-Unis, et c'est une réalité camerounaise aussi. Mais je dois vous dire que le problème ici, le conseil d'orientation va entrer. Il va vous donner les bienfaits. Mais le problème est à deux niveaux. Celui qui enseigne la leçon enseigne de telle façon que quand il sort, quand il est à la maison, il puisse dire à son père, le père lui demande, tu vas faire quoi demain? Et papa, je veux devenir journaliste. Je vais aller à l'ENAM. Non, qui disait à son père, moi je veux devenir éleveur. Si les élèves ne peuvent pas le faire, les enseignants ont échoué. Si un élève ne peut pas dire, moi je veux avoir, papa tu vois tu as des plantations, donne-moi 2 hectares. Et moi je vais faire de l'ananas. Et je vais faire du piment. Un agriculteur aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller parce que moi quand j'enseigne ces cours-là, j'essaye même si c'est de façon, même s'il faut parler comme au quartier, même si c'est un problème d'argent. Parler comme au quartier, même si c'est un problème d'argent. Et quand j'essaye de montrer à l'élève que s'il a 2 hectares, il a un peu de financement, il est 1000 fois mieux qu'un enseignant. On ne peut pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on marche en veste, en cravate et qu'on a une voiture et que forcément on est ce que les gens pensent. Il faut que l'élève aille en profondeur. Il faut que l'élève questionne même qu'est-ce que je dois faire demain. Et ne se disent pas non, je vais faire les NAM parce que je vais sortir seulement magistrat. Je vais faire l'enseignement, je serai enseignant. Tout ça est bien. Mais aujourd'hui, s'il faut parler entrepreneuriat, même dans les enseignements, il faut les réformer. Et il faut que le ministère nous donne la possibilité même d'enseigner cela et j'ai envie de dire, je vais prendre un exemple. Si vous commencez à enseigner l'agriculture aux enfants et vous êtes en train de vouloir changer la mentalité des enfants. Mais les anglophones ont quelque chose de tellement magnifique qu'on appelle practicas. Vous voyez, ils font chimie théorique, mais ils font chimie pratique. Ils font biologie théorique, ils font biologie practicas. Ils font physique théorique, ils font biologie practicas. La pratique sur le terrain, il faut amener ces enfants à aller découvrir, à voir, pour que cela crée et suscite en eux certaine envie et que cela change la mentalité. Et c'est là que le ministère doit accompagner ces enseignements. C'est déjà bien, nous avons cela, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut que les enseignants, quand ils enseignent, n'enseignent pas seulement parce que l'enfant prépare le BPC, n'enseignent pas parce que l'enfant prépare le probatoire, mais enseignent parce que, ici, après 10 ans, quand je vais rencontrer mon élève, tu fais quoi? Qui me dit, je suis éleveur et je peux vendre 1000 poulets en l'espace de 3 mois. Je peux vendre telle quantité de porc et c'est ça, l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, à Sainte-Foy-Pont, c'est clair, aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des personnes qui veulent naturellement entreprendre, investir dans des secteurs afin d'être indépendants financièrement. Mais sauf qu'il se trouve un véritable problème de lenteur administrative. Vous voyez, il y a un certain nombre de lenteurs administratives, d'abord dans l'établissement des dossiers pour, n'est-ce pas, avoir sa propre structure. Est-ce qu'à ce niveau, l'État, on ne peut pas dire que l'État est en train d'être un frein, disons ça comme ça, un frein à l'entrepreneuriat? En réalité, la réponse que je donne à votre question me permet de revenir sur ce qui a été dit. Parce que vous savez, les questions d'emploi dans un État doivent être analysées selon le principe de l'articulation entre 3 niveaux de planification. Le premier niveau de planification, c'est la planification nationale. Il existe par exemple au Cameroun une stratégie nationale de développement. Et il faut d'ailleurs savoir que la planification nationale s'inscrit aussi dans la même lancée que des programmes internationaux. Par exemple, la stratégie nationale de développement doit également tenir compte des prescriptions internationales. Maintenant, dans la stratégie nationale de développement, il y a bien évidemment des programmes de création d'emplois. Il y a une politique d'emploi qui est bien déclinée. Est-ce que le Cameroun axe son emploi ou bien ses emplois sur le secteur public ou sur le secteur privé? Il est clair que selon la stratégie nationale, c'est l'initiative privée qui est recommandée, c'est l'initiative privée qui est recherchée comme créatrice d'emplois et effectivement de richesse. Maintenant, lorsqu'on vient dans le secteur de l'éducation, les gens incriminent très facilement et très légèrement le système éducatif comme étant la cause
du chômage des jeunes. Quelque part, ils ont raison, mais il faut d'abord commencer par dire qu'ils n'ont pas totalement raison. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des secteurs où le système éducatif forme en quantité et peut-être en qualité des citoyens qui à la fin n'ont pas d'emploi. Allez voir dans le domaine de la santé. Il y a bien des infirmiers qui sont formés, mais qui à la fin n'ont pas d'emploi. Allez voir dans le domaine de l'enseignement. Les ENIEJ forment tous les jours des gens qui n'ont pas d'emploi. Dans le domaine de l'ingénierie, il y a bien des ingénieurs des travaux, de Polytech, ainsi de suite. Il y a tellement d'écoles d'ingénieurs au Cameroun qui forment des gens qui à la fin n'ont pas d'emploi. Donc on ne peut pas analyser les questions d'emploi en recriminant uniquement le système. Je veux dire quoi? Le système éducatif. Maintenant, ce qu'il faut dire peut-être, c'est donc que le système éducatif doit tenir compte du contexte. Et en parlant du contexte, je vais donc revenir à votre question pour dire que là, quand on parle du contexte, la première chose, c'est la réalité de l'emploi. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles de formation aujourd'hui qui vendent le rêve aux apprenants, qui leur disent, c'est-à-dire pour faire la publicité, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent former, ils leur présentent des gens qui sont passés par l'école et qui ont réussi. Ils ne présentent pas toujours comment ces gens ont fait pour réussir et ceux qui sont passés par ces écoles et qui n'ont pas encore réussi. L'enfant qui entre dans ces écoles se dit que la création d'un emploi ou l'accès à l'emploi sera dû simplement au diplôme qu'il aura obtenu. Pourtant, ce n'est pas vrai. Il y a effectivement des réalités. Par exemple, les lenteurs et les lourdeurs administratives. Aujourd'hui, le contexte administratif au Cameroun est caractérisé quand même par un ensemble de ce qu'on peut appeler des prédateurs, des fossoyeurs, ce qu'on appelle des fossoyeurs de la République, qui font tout pour grignoter les miettes même que peuvent générer un petit dossier. C'est-à-dire que lorsque vous avez un jeune qui a l'intention de créer un emploi dans le secteur formel, parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui que beaucoup de jeunes se contentent de l'informel simplement parce que soit ils ne connaissent pas les procédures, soit parce qu'ils savent que face à la machine administrative, ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont dépenser d'énormes sommes et à la fin, ils n'auront pas pu créer leur emploi. C'est le rôle effectivement des incubateurs d'emploi qui s'occupent de l'accompagnement des jeunes dans tous les secteurs en ce qui concerne la création d'emplois. Dans ce sens, il faut donc dire que le Cameroun a intérêt effectivement à revoir ou bien à comment on le dit souvent, c'est-à-dire à améliorer les procédures, à améliorer la relation entre l'administration, d'ailleurs l'administration qui est un terme de mon point de vue caduc parce que ça devrait être l'organisation qui manage les citoyens dans ce sens qu'effectivement un administrateur c'est quelqu'un qui administre, comme on dit quand on vous administre une piqûre, on ne demande pas votre avis. Un administrateur est donc dans le complexe de celui qui se sent supérieur et qui a en face de lui un inférieur qu'il ne doit pas écouter. Or, on doit former de plus en plus des managers. Ceux qui en face d'eux voient des partenaires, des individus avec qui ils peuvent échanger et des individus qui ont simplement besoin de leur accompagnement et de leur aide. Et donc, dans le cas de la création d'emplois, si vous avez à la tête de nos structures institutionnelles, des gens qui sont capables de comprendre que les jeunes qui ont en face d'eux ont besoin de leur accompagnement, je pense qu'ils faciliteraient les procédures et cela faciliterait effectivement la création d'emplois qui, comme je le dis, reste la condition sine qua non du développement d'un pays. Parce qu'on ne développe pas un pays avec la fonction publique. La fonction publique s'occupe la plupart du temps des services. La fonction publique, la plupart du temps, n'est pas créatrice des richesses. Même quand elle est créatrice des richesses, ce sont des richesses basiques. Le secteur qui crée les richesses dans un pays, c'est le secteur privé. Or, le secteur privé repose essentiellement sur l'entrepreneuriat. Il faut donc de nos jours qu'on forme les Camerounais. Le système éducatif doit être reformé en ce sens qu'il doit former les Camerounais non pas à être des employés uniquement, mais à être des créateurs d'emplois. Or, de nos jours, on forme plus des gens à être des employés. Et comme le secteur privé n'est pas véritablement fiable, parce que l'emploi dans le secteur privé est tellement précaire que la plupart du temps, vous allez voir des gens qui refusent de gros contrats dans les entreprises privées pour se contenter de quelques miettes dans la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que dans la fonction publique, au moins, il y a une garantie. Le contrat que je signe dans la fonction publique garantit que, mon emploi sur la durée. Alors que dans le secteur privé, la plupart du temps, même si je signe un gros contrat, mon employabilité dépend parfois de l'humeur
de mon employeur. Et donc l'employé n'est pas toujours sécurisé sur le plan juridique et même sur le plan social. C'est la raison donc pour laquelle certains vont tout simplement se contenter de la fonction publique. Donc au-delà des lourdeurs administratives qui expliquent le fait que les jeunes aujourd'hui ont de la peine à créer des emplois véritables dans le secteur formel, parce qu'il y a des jeunes qui créent des emplois, mais essentiellement dans le secteur informel. Or, quand un emploi est créé dans le secteur informel, il ne rapporte pas à l'État parce qu'il n'y a pas un moyen de recouvrir la taxe, de recouvrir les impôts. Or, lorsqu'il est créé dans le secteur formel, il rapporte à l'État parce qu'effectivement, l'individu va payer les impôts, va payer les taxes. Il est donc de l'intérêt de l'État d'améliorer le service. En même temps, il est de l'intérêt de l'État de rendre le secteur privé plus attractif, mais surtout de faire que le travail dans le secteur privé soit beaucoup plus fiable et beaucoup plus sécurisant. D'accord. Alors, Olivier Yimbo, à chaque fois on pense naturellement qu'il y a un problème d'accompagnement des jeunes. Il y a un problème d'accompagnement en ce qui concerne cette relance ou alors cette initiative d'entreprendre de la jeunesse camerounaise aujourd'hui. Mais on peut quand même voir l'État, on peut quand même convoquer certaines structures ou alors certaines initiatives que l'État a implémentées pour accompagner les jeunes. On parle souvent du PAGER-U, on parle même du récent plan triennal jeune qui a été implémenté. Est-ce que ce ne sont pas les jeunes le problème? Le problème est à deux niveaux. C'est d'abord au niveau de l'État et après ce sont les jeunes. Au niveau de l'État, je dois vous dire que il y a ce qu'on appelle au Cameroun, ce que moi j'aime pas souvent prononcer ce mot, mais la corruption. La corruption. Vous voyez? Le projet peut partir en amont pour atteindre peut-être 1 million de jeunes. D'abord, le projet est conçu pour atteindre 1 million de jeunes. Mais il faut aller voir la faisabilité sur le terrain. Peut-être que le projet qui a été conçu pour 1 million de jeunes, avec des financements de 1 million de jeunes, vous voyez le résultat sur le terrain, vous voyez peut-être 10 jeunes. C'est la corruption. Notre pays, ce n'est pas des idées qui manquent à l'État. Ce n'est pas des moyens qui manquent à l'État. Ce n'est pas des projets qui manquent à l'État. Vous avez cité PAGER et ainsi de suite. Mais je voudrais ici employer le conditionnel. Si vous prenez les résultats de ce PAGER et de ce plan triennal jeune et ainsi de suite, est-ce que il faut questionner le résultat sur le terrain? Est-ce que c'était le résultat escompté? Est-ce que c'était le résultat attendu? Ce qui tue aussi l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est la corruption. Ce qui est pensé en amont n'arrive pas souvent en aval. Et parfois, ce qui est décidé en amont, quand ça arrive en aval, ça arrive étant diminué. Peut-être divisé par 100 ou par 200. Lorsqu'on va résoudre le problème de la corruption, et je reviens sur ce problème d'impunité, lorsque nous avons des résultats, est-ce que c'est ce qu'on a attendu? Est-ce que c'est ce qu'on avait espéré? Est-ce que c'est le résultat escompté? Non. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y a une communication? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On change quoi? Qui est fautif? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ainsi de suite. Il y a une opacité. C'est obscur la communication. Et l'État devrait, lorsqu'on parle par exemple du PAGER, c'est vrai, on va vous dire vraiment, on a aidé 100 jeunes, on a aidé, c'est vrai. Mais il faut déjà d'abord voir, il faut qu'on voie ensemble, il y a combien de jeunes qui chôment? Quel est l'impact? Parce que parfois, une goutte d'eau dans la mer, vous voyez, c'est comme si on n'a rien fait. Mais pourtant, l'État a des projets, a la capacité d'avoir des projets comme la mer, pour faire boire à tous ces jeunes qui sont dans le chômage. Et qui puissent vraiment être satisfaits. L'État a la possibilité. Ces dirigeants ont la possibilité. Le problème d'abord, c'est le suivi et c'est ce problème de corruption. Le deuxième problème ici, ce sont les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes, vous voyez, beaucoup de jeunes ne croient pas. Il y a certains qui ne croient plus. Parce que quand la corruption a fait son travail,
Certains jeunes ont perdu, certains jeunes ne croient plus que c'est faisable. Il faut déjà sensibiliser même ces jeunes qui, lorsque vous dites à un jeune vraiment, montre le dossier, tu vas déposer là-bas, ça va, tu vas avoir ça. Le jeune te dit, il te dit vraiment juste comme ça. Tu es sûr que seulement comme ça on va me donner un financement. Il ne croit pas. Je vous assure, si vous faites un vox pop là-dessus, vous allez constater que il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas que de façon, si on monte un dossier simplement et on va déposer, et si ce dossier est monté en bonne et due forme, et que cela respecte tous les canons nécessaires, et qu'on peut étudier et voir qu'il y a faisabilité, il y a rentabilité, le jeune peut avoir des financements. Ce jeune ne va pas croire. Parce qu'il va vous dire qu'il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un, que quelqu'un l'encadre et tout ça là. Et vous parliez tout à l'heure du problème lié à ça, vous parliez tout à l'heure de la corruption. Justement. Comment arriver à ce résultat peut-être satisfaisant lorsqu'il y a des barrières, naturellement, la corruption? Je pense qu'il faut davantage communiquer. Il faut un discours qui puisse regaillardiser la jeunesse. Il faut un discours qui va redonner confiance à la jeunesse. Que nous sommes vraiment dans un Cameroun nouveau et qu'on tend vers l'émergence. Et que c'est exactement, on a besoin de ces jeunes. Si le jeune, si on fait des discours pour les discours, et deuxième chose, vraiment, il faut qu'il y ait davantage de comptes. Si on dit que voilà le projet, qu'il y ait des comptes, que les gens passent à la télé, nous disent vraiment j'étais, et puis voilà, grâce au page j'ai eu, voici, il faut qu'il y ait des comptes, il faut qu'il y ait des comptes, et que l'État nous rende compte aussi sur les manquements d'un tel projet. Vous voyez, à l'école on nous dit la répétition c'est la mère des sciences. Vous voyez, si il y a répétition dans la communication, répétition dans la sensibilisation, répétition dans la remobilisation, dans l'envie de redonner confiance à la jeunesse, s'il y a répétition permanente dans les différentes chaînes de télé, radio, ainsi de suite, je pense que ce jeune-là reviendra. Et je pense que, je vous ai parlé, nous avons vu ici au début, nous avons parlé des dérives de la jeunesse. Mais vous voyez, le jeune ne peut pas entreprendre aujourd'hui. Si on va faire croire à ce jeune qu'il y a des facilités, pourquoi faire la promotion de Paris Foot? Pourquoi faire la promotion de Paris Foot? Si le jeune sait que je vais payer, je vais aller mettre, je vais payer 300 francs et que par hasard, je vais gagner 100 000 francs. Est-ce que c'est une entreprise de jeunesse? Vous voyez une publicité, on me dit non, un jour, moi aussi je vais gagner gros. Je ne vais pas entrer dans ces publicités. Mais je vous dis, est-ce que cela contribue à engager le jeune dans l'entrepreneuriat, mais plutôt dans la facilité? L'État aujourd'hui doit savoir communiquer sur quoi? L'État communique sur la facilité. L'État ne communique pas sur ce que le jeune doit faire. Ce jeune est mobilisé pour la facilité. Et lorsqu'il est mobilisé pour la facilité, on va voir des répercussions même dans les réseaux sociaux. Ça va donner ce que ça va donner et ce qu'on a évoqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État doit revoir sa manière de communiquer sur les opportunités que la jeunesse peut avoir. Ces opportunités-là ne sont pas dans les jeux de hasard. Ces opportunités-là ne sont pas dans la facilité. Donc, moi, je ne vais pas appeler un certain nombre de certaines choses, chat par chat ici, mais je pense que l'État doit davantage amener le jeune à se concentrer sur ce qui est sérieux et ce qui n'est pas facile. D'accord. Merci bien, Hassan Fouapon. C'est clair qu'il y a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, des initiatives qui ont marché, d'autres n'ont pas marché. Pour celles qui n'ont pas marché, est-ce qu'on ne peut pas questionner l'encadrement du jeune entrepreneur? Parce que certes, l'État peut accorder des financements aux jeunes pour entreprendre, mais s'il n'y a pas d'encadrement tout autour du projet, je me demande bien ce que serait le résultat à votre avis. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut d'abord dire aux jeunes, c'est que le lien qu'on établit la plupart du temps entre formation académique et création d'entreprise est un faux lien.
parce que ça contribue parfois à donner l'impression que pour être créateur d'entreprise, pour être entrepreneur, peut-être qu'il faut avoir des diplômes. Non. Lorsqu'on parle de création d'emplois dans un pays, on fait avec ceux qui ont des diplômes et avec ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, il y a bien des gens qui n'ont pas un parcours scolaire admirable, mais qui sont des employeurs de personnes qui sont bien nantis sur le plan intellectuel, sur le plan académique et même sur le plan de la formation professionnelle. Donc en réalité, c'est un lien facile qu'on établit souvent entre l'obtention des diplômes et la création d'emplois. Maintenant, bien évidemment, il n'est pas possible pour un jeune de créer une entreprise sérieuse s'il n'est pas encadré. Quand je parle d'encadrer, il y a premièrement l'encadrement technique. Parce que le jeune qui veut créer une entreprise doit s'entourer de techniciens de la création d'entreprises. Et c'est effectivement le rôle de certains projets que vous avez évoqués et de certains incubateurs. Sauf qu'au Cameroun, la plupart des textes sont bien pensés, sont bien élaborés, mais il y a un gap entre la conception du texte et la mise en application. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ceux qui conçoivent ne sont pas ceux qui exécutent. Ou alors, au moment d'exécuter, il y a effectivement la corruption qui entre en jeu. Au-delà de l'encadrement technique, il y a l'encadrement financier. Parce qu'on ne réalise pas un projet, on ne crée pas une entreprise simplement avec des idées. Il faut des financements. Mais ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que parfois, pour créer une entreprise, vous n'avez pas besoin de gros financements. Il est possible parfois qu'avec de petits financements, vous soyez capable de créer une entreprise qui plus tard va générer de très gros revenus. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, dans le secteur éducatif, vous pouvez être par exemple promoteur d'un cours du soir, comme je le suis en passant sans publicité. Naturellement, vous allez passer au service commercial bientôt. Non, puisque je n'ai pas cité mon cours du soir. D'accord. Comme je le suis par exemple. En réalité, pour créer une telle structure, vous n'avez pas besoin de sommes colossales. Vous pouvez simplement par des idées et avec le peu que vous avez, vous renseigner sur les procédures, comment créer un cours du soir et commencer justement à vous documenter, mais aussi à réserver un ensemble de ressources financières, humaines, qui vous permettront de lancer le projet et au fur et à mesure, vous serez capable plus tard de créer une grosse entreprise. Donc parfois, c'est l'information, mais aussi, il faut savoir, c'est la perception aussi que les jeunes ont du climat ou de l'atmosphère de la création d'emplois. Pour la plupart des jeunes, il est impossible dans ce pays d'accéder à certaines informations, d'accéder à certaines administrations si on n'a pas quelqu'un quelque part. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez demandé, mais est-ce que le problème c'est les jeunes? Les jeunes sont parfois victimes d'un discours ou bien de pratiques d'un système qui leur donne l'impression qu'il est impossible dans ce pays de réussir, de réaliser certains projets si on n'a pas des soutiens obscurs quelque part. Effectivement, cette perception est entretenue parfois par le terrain. Maintenant, il faut également dire que l'un des freins également à l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est la structure même de notre économie, qui est une économie extravertie. Parce que ce qui incite également à la création d'entreprises, c'est le fait que celui qui crée son entreprise soit sûr d'avoir d'abord des consommateurs locaux. Or, la plupart du temps, lorsque nous avons une économie qui est tournée vers l'extérieur, où on préfère la plupart du temps ce qui est importé d'ailleurs, on parle encore, c'est l'occasion de rendre hommage à Albert Nzonga, qui a lutté contre le poulet importé. Pourtant, on en parle encore. Le poulet importé est en train d'être ramené dans notre système de commerce. Pourtant, il a été combattu parce qu'effectivement, il mettait à mal les entrepreneurs dans le secteur avicole. Prenez ce petit exemple-là. Allez dans d'autres domaines. Vous pouvez avoir un jeune aujourd'hui qui peut entreprendre dans le domaine de la production des jus de fruits. Mais il peut être découragé par le simple fait que, quelle que soit la qualité de son jus de fruits, il y a une mentalité au Cameroun qui consiste parfois à dire que ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce qui est produit à l'intérieur. Et parfois, ce sont des mentalités qui sont entretenues même par le système gouvernant. Parce que lorsque, par exemple, pour faire une route, on préfère confier le marché à des entreprises étrangères, alors qu'il y a bien des entreprises locales qui peuvent être accompagnées, qui peuvent être soutenues, qui peuvent même gagner en expérience en réalisant des marchés locaux. Cela n'encourage pas toujours les gens à créer
des entreprises. Donc la structure, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu dans la stratégie nationale de développement qui sera évaluée en 2030, c'est accorder une importance à la commande locale. Il faut que la commande locale soit de plus en plus promue, parce que ce n'est que par la commande locale qu'on va encourager les créateurs d'entreprises locales. Tant que nous avons une économie tournée vers l'extérieur, qui donne plus d'importance aux entrepreneurs privés, parce que ce que nous oublions parfois, c'est que ces entreprises privées ont d'abord commencé par être des entreprises locales et n'ont pu être portées à l'extérieur que parce qu'il y a d'abord une force intérieure qui a pu faire grandir l'entreprise. Or, nous faisons le contraire. Nous incitons les gens à créer des entreprises à l'intérieur, mais nous nous tournons plutôt vers l'extérieur quand il s'agit de passer des marchés, quand il s'agit de passer des commandes. On va prendre un exemple simple pour finir. Il y a dans le domaine de l'ingénierie un jeune ingénieur de Polytechnique à Tuzan qui a créé par exemple le cardiopathe. Moi j'ai suivi à Tuzan, il a été reçu certes par la chaîne de télévision nationale, mais vous vous rendez compte que c'est grâce plutôt à un prix qu'il a obtenu en Allemagne, qu'il a pu pour la première fois mettre sur pied une structure fiable, qu'il a pu répondre à des premières commandes qui étaient même passées plutôt par des pays étrangers. Alors que de telles initiatives doivent être soutenues de l'intérieur. Normalement, dans chaque hôpital, on devrait avoir un cardiopathe acheté par l'État camerounais ou par les structures privées quand il s'agit par exemple des centres de santé privés ou des cliniques. Cela boosterait en réalité la production, bien la création des entreprises au niveau local. D'accord, merci bien. Alors Olivier Yimbo, il y a aussi ce problème lié à la production, je vais dire, les produits que les jeunes entrepreneurs décident de mettre sur le marché qui ne répondent pas forcément aux besoins de la population. Tout le monde a envie de se lancer dans un salon de coiffure, tout le monde a envie de s'acheter un taxi, alors que dans le fond, si on questionne tout le monde, on se rendra compte que c'est pas le besoin pressant. Alors que généralement, on nous a dit que quand on veut entreprendre, il faudrait que notre produit réponde aux besoins de la population. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? C'est vrai que ce que vous dites, c'est une réalité. On ne peut pas entreprendre, on ne peut pas décider de créer une entreprise et on crée n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Voilà. Je ne peux pas être dans un quartier où il y a 100 boutiques, où on vend des habits, et subitement j'ai l'idée de créer une entreprise de vente d'habits. Non, vraiment, c'est pas ça. Donc, il faut rééduquer les jeunes. Les jeunes ont besoin d'être accompagnés, comme vous avez dit, mais accompagnés, pas seulement sur le plan technique, parce que là, c'est même déjà loin. Comment créer, quelle entreprise, quel type d'entreprise pour quel milieu? Vous êtes dans un milieu, vous identifiez le besoin. Il manque quoi ici? Qu'est-ce que je vais créer? Je ne peux pas venir créer une entreprise, je vais commencer à vendre mes beignets bouillis à haricots, alors qu'il y a peut-être 15 mamans qui vendent les beignets bouillis à haricots. Ça ne peut pas marcher. Ou alors, même si ça va marcher, c'est pour quel rendement? Vous voyez? Donc, je pense que les jeunes doivent être capables, dans leur environnement, d'identifier le besoin. Qu'est-ce qu'il faut dans ce... Alors, moi, je peux pas être dans un quartier et je constate que les gens, pour faire Orange Money, sont oui, encore que moi, je n'aime pas souvent prononcer Orange Money ou MTN Mobile Money, parce que là, c'est l'échec de l'État. Vous voyez, on parle de l'entrepreneuriat, vraiment. Moi, j'ai tellement mal de cette affaire. Express Union, on parle de transfert d'argent. Vous citez tellement de publicité que vous faites tellement de publicité que je vais sortir, on va me donner une facture. Je vous en prie. Allez-y. Là, c'était Express Union, il faut citer Express Exchange. C'est pour dire que notre frère est en train de dire ici, encourager la production locale. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose de mal. Aux États-Unis, vous avez entendu le slogan « L'Amérique d'abord ». L'Amérique d'abord, ça veut dire ce que ça veut dire. L'Amérique d'abord. Mais le Cameroun d'abord. Lorsque vous avez des gens au Cameroun qui veulent entreprendre et qu'ils ne sont pas soutenus et que c'est l'État qui contribue à tuer leur entreprise, mais qu'est-ce que vous voulez? MTN,
je ne suis pas dans les mystères, mais je me pose la question, quand ils sont venus s'installer au Cameroun, est-ce que c'était pour faire MTN Mobile Money? Orange Cameroun, est-ce que c'était... Oui, non, je vous mais là comprends. c'est une parenthèse. Je voulais donc passer là-dessus pour dire que lorsque nous entreprenons, dites à une demoiselle aujourd'hui qu'on va juste on va aller se balader là, et vous arrivez quelque part où on vend du bâton de manioc avec le mets de pistache, et que quelqu'un a mis une entreprise. Mais je vous dirais, vous laisser au cas. Mais amenez-la là où on vend la pizza, restaurant pizza et du shawarma. Elle va consommer. Mais est-ce que pizza et shawarma, c'est local? Pizza, shawarma, c'est camerounais? Alors, on est tenté. Mais là, c'est parce que les médias, la publicité, la communication sur ce qui est étranger, économie extravertie, comme notre panéliste a dit tout à l'heure, une économie extravertie, où on encourage la consommation de ce qui vient de l'extérieur. Mais faites un cadeau à une fille aujourd'hui, dites-lui que vraiment j'ai un cadeau et donnez-lui un pain traditionnel. Que vraiment ça c'est un pain traditionnel. Mais vraiment elle va prendre. Si vous êtes trop chanceux, elle va seulement vous dire merci. Mais allez voir dans son cœur, vous allez voir beaucoup de choses. Mais il faut, à contrario, essayer de lui donner des habits, je ne sais pas quoi, un jean aujourd'hui aussi déchiré un peu partout là comme on connaît, ou un habit, je ne sais pas, qui laisse le... Mais je veux vous dire, c'est ça qui va lui plaire. Elle sera très fière. Économie extravertie. Mais nous devons encourager la production locale. Et les jeunes doivent comprendre qu'il ne faut pas se lancer, il ne faut pas être pressé. Il faut d'abord regarder dans quel environnement. Oui, je vais créer telle entreprise, mais je vais créer où? Je vais créer où? Pourquoi? Identifier le besoin de son environnement. Identifier le besoin de son quartier, de son secteur, de son milieu. Il manque quoi ici? Qu'est-ce que je peux faire ici? Il manque quoi? Et ce n'est que par là que je peux être sûr que si je crée telle entreprise, alors cela va répondre aux besoins de la population de cet environnement-là. Sinon, on va faire des choses juste parce qu'on veut. Non, on a aussi besoin, je pense que les jeunes ont besoin aussi de conseils. Les jeunes là doivent demander conseil. C'est aussi l'accompagnement, comme notre frère est entendu tout à l'heure, c'est de l'accompagnement. D'accord. Alors, Hassan Frapon, pour sortir définitivement de cette thématique, quelles sont les mesures palliatives pour définitivement, en fait, les mesures palliatives au manque d'emploi au Cameroun? Qu'est-ce qu'il faudrait faire si la question vous était posée, si M. Lambda vous posait cette question? Bien sûr. Alors, les mesures palliatives, on va partir du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut commencer par des choses basiques. Parce que si on parle de la formation, les gens vont penser que nous parlons forcément de l'instruction ou du système éducatif. Non. Il faut commencer par faire comprendre aux gens que la création d'une entreprise nécessite effectivement l'identification d'un besoin. Par exemple, un exemple basique. Vous allez arriver dans un quartier, vous avez une femme qui a commencé à faire les beignets. Sa voisine s'est rendue compte que les gens achetaient ses beignets et elle a commencé à faire elle-même des beignets. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se partager une part du marché qui est déjà très réduite. Et que fondamentalement, ils sont en train de se nuire les uns aux autres. Or, si j'ai ma voisine qui fait les beignets, qui passe, je propose de la bouillie. Voilà ce qu'on appelle l'identification des besoins et la diversification, effectivement, des initiatives. Deuxième chose, il n'y a pas de promotion de l'emploi sans réforme véritable d'un système de formation. Parce que jusqu'à présent, nous avons un système de formation qui, lorsqu'il forme même des jeunes, et qui leur donne des compétences professionnelles, les forme beaucoup plus à être des employés qu'à être des créateurs d'emplois. Il faut donc un système de formation qui prépare les jeunes à la création d'emplois, qui les amène à étudier leur environnement pour voir quels sont les besoins et qui crée des projets, qui ont des idées, qui ne se forment plus uniquement pour la fonction publique. Interrogez 100 jeunes Camerounais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la plupart vous disent, après mon BEPC, après mon bac, après ma licence, je vais faire un concours. On ne pense plus à l'initiative privée. Il faut donc former les jeunes à l'innovation,
à l'initiative privée. Donc la réforme du système éducatif doit effectivement reposer sur cela. Et surtout, doit penser à doter rapidement les jeunes de compétences. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut faire de longues études. Aujourd'hui, avec un BPC, qu'est-ce que quelqu'un peut faire concrètement si ce n'est faire un concours? Or, il faut également que le système éducatif dote les jeunes rapidement de compétences. C'est d'ailleurs pourquoi peut-être que l'enseignement général doit quelque peu être revu de manière à ce que, à la fin du premier cycle, que l'individu soit déjà doté de compétences. Et parlant de l'enseignement, je vais dire que pendant longtemps, l'enseignement technique a été méprisé. On se rend aujourd'hui compte que c'est cet enseignement qui met plus les jeunes à l'abri du chômage que l'enseignement général. Puisqu'avec un cap, l'individu est capable non seulement de se mettre au service de l'autre, mais peut-être de créer sa propre entreprise de menuiserie, de maçonnerie, d'électricité, d'électroménager, ainsi de suite. Troisième niveau, effectivement, il faut que les programmes, que la planification de l'économie et de l'emploi au Cameroun soient confiés d'abord à des techniciens. Vous savez, les fonctionnaires, peu importe leur volonté, n'ont pas toujours les moyens techniques nécessaires pour élaborer des politiques qui soient efficaces. Il faut donc la plupart du temps que les programmes, que les politiques soient conçus, même si on les confie pas aux spécialistes, qu'au moins ils soient consultés. Parce que ce n'est que lorsqu'on a consulté les spécialistes qui sont des chercheurs, qui connaissent le terrain, qu'on peut élaborer des programmes qui soient efficaces. Voilà donc, de mon point de vue, un ensemble d'éléments qui peuvent être mis en symbiose pour que l'entrepreneuriat au Cameroun, qui est nécessaire, devienne un véritable facteur de réduction du chômage dans notre pays. D'accord, merci bien pour ces différentes interventions sur d'abord les thématiques d'entrée que nous avons développées ici, ensuite la thématique inscrite à l'ordre du jour. Je rappelle naturellement qu'aujourd'hui se tient la troisième journée, on va le dire ainsi, la troisième journée du championnat national de cyclisme sur le trajet Yaoundé-Obala, Batchenga, Ntui, et puisque Camdis Télévision est au cœur de l'actualité nationale et même internationale, nous avons déployé un bataillon d'intervention rapide de l'information sur ce parcours. Nous avons envoyé dans ces différentes localités des reporters qui nous envoient des informations en temps réel telles que vous pouvez le constater. Et justement, puisqu'ils sont sur le terrain, on va les prendre en direct. Voilà Francis Nguetnan et Jean-Paul Kebeng, on va le prendre en direct. Bonjour Jean-Paul Kebeng. L'antenne ici en direct de Batchenga, Joël Sidney Wendu, à tous les spectateurs, donc on leur souhaite la bienvenue par ici. Donc c'est à l'occasion de la troisième, on va le dire, la troisième journée du championnat national du cyclisme ce jour. Il faut dire que le départ a été lancé du côté du boulevard du 20 mai, il était également 10h heure de Yaoundé. 40 coureurs donc sont habilités depuis ce matin, lancés donc sur ce parcours d'à peu près 92 km. Yaoundé, Obala, en passant par Batchenga naturellement Ntui, qui est le point terminus donc de ce trajet qui sera l'apothéose concernant cette troisième journée naturellement du championnat national de cyclisme. Alors ce qu'on va rappeler, c'est que toutes les régions sont pratiquement représentées. Naturellement, la région du centre représentée donc par la SNH Vélo Club, la région de la Damawa, la région de l'Ouest, la région du littoral représentée par Cyclo Vélo Club, et puis la région de l'Est qui n'a pas manqué au rendez-vous. Ce qu'on va dire simplement, c'est que lors de cette deuxième journée, c'est donc bien sûr Kamdon Abesolo qui était donc le vainqueur de cette deuxième journée, et il était bien sûr l'athlète bien sûr de SNH Vélo Club. Donc voilà un peu la situation actuellement. Nous sommes actuellement à Batchenga pour la dernière ligne droite qui va nous mener du côté d'Ntui. Voilà un peu les informations majeures que nous pouvons vous approprier ou proposer pour cet élément à mi-parcours. Depuis donc l'arrondissement de Batchenga, Franck Ebenis, Jean-Paul Kebeng pour Camdis Télévision.
Merci bien Jean-Paul Kébeng pour ce retraço de l'actualité de la troisième journée du championnat national de cyclisme. Des informations que vous retrouverez en temps réel dans le grand format de l'actualité sportive de 137 Sport sur les antennes de Cam10 Télévision. Ce sera demain à partir, je crois, de 18h par là. Alors, vous retrouverez également le condensé de cette actualité au grand format de l'information. Ce sera ce soir à 20h, une présentation de Chantal Yao, certainement la note qui vous parlera de façon brève de cette actualité. Demain aux 12h, vous recevrez ces informations de cette troisième journée du championnat national de cyclisme. Et bien, aux 20h de demain lundi sur nos antennes de Cam10 Télévision. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un dernier mot de fin, voilà, pour conclure avant de se séparer. Tout simplement pour dire à la jeunesse, vous êtes incontournables. Ouais. Nous sommes incontournables. Alors nous avons passé le temps, nous avons énuméré un certain nombre de difficultés, des défauts et ainsi de suite. Mais ce sont les difficultés qui forgent l'homme. Et ce sont les difficultés qui vont davantage forger cette jeunesse. Jeunesse, vous êtes fort. Jeunesse, vous avez la capacité. Et vous devez savoir que sans vous, ce Cameroun ne sera rien. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, je voudrais que vous profitiez de ces obstacles-là pour vous affirmer davantage dans ce pays. Vous pouvez, nous pouvons et on pourra. Merci. Merci bien d'avoir accepté notre invitation ce matin. Également à Sainte-Foy-Pont, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous serons encore ensemble dimanche prochain dans votre casquette de consultant permanent du grand débat sur Cam10 Télévision. C'est moi qui vous remercie. Juste souligner l'importance de la thématique principale pour deux raisons. L'entrepreneuriat dans un pays est le moteur de la création des richesses et est dans ce sens le moteur du développement. Deuxième chose, beaucoup de jeunes aujourd'hui ploient ou bien souffrent sous le poids du chômage et ne savent plus à quel sens se vouer. Et on les voit donc emprunter des voies de la facilité, porte-monnaie magique, cybercriminalité, et qui à la fin ont toujours des conséquences néfastes dans leur vie. Il est donc important de mon point de vue de les sensibiliser sur le rôle de l'entrepreneuriat et qu'ils sachent effectivement que l'entrepreneuriat, qui est la voie de la difficulté, se met au service de leur épanouissement, contrairement à toute facilité qui, plus tard, peut avoir des conséquences néfastes. D'accord. Merci bien d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir prêté une oreille attentive et vos yeux naturellement pour nous regarder ce matin. La semaine prochaine, je serai encore des vôtres dans le cadre du grand rendez-vous dominical, le grand rendez-vous du décryptage de l'actualité grandeur nature sur la plus républicaine des télévisions. Bien le bonjour. Restez en compagnie de nos programmes.